Danvers is tougher than you think. We're not gonna win this today. La plupart des sons qu'on entend en regardant un film, que ce soit de simples bruitages, des effets sonores ou de la musique, est rajouté en post-prod, donc après le tournage. Un décalage toujours amusant à remarquer quand on met la main sur un making-of, qui nous montre bien à quel point le cinéma rend magique des actes, des décors, qui pourraient être ridicules dans la vraie vie, leur donnant ainsi une profondeur, une texture, et du même coup une réalité qui dépasse celle de la vraie vie, de la réalité véritable, du jour où ces scènes ont été filmées. Pourtant, le son est souvent un des aspects les plus survolés lorsqu'on aborde un film, ou toute autre œuvre audiovisuelle. Quand même le mot audio est aux premières loges dans ce mot, et que le son est un des meilleurs moyens pour soutenir un propos, une émotion, sans avoir à forcément recourir à une musique trop évidente. Alors, rangez les violons, les orchestres symphoniques et ouvrez bien vos oreilles parce qu'aujourd'hui on va parler du son au cinéma. Bon, déjà comme d'hab, on va faire un petit récap historique. Une des raisons qui expliquerait le manque de considération pour le son au cinéma pourrait être liée au fait que pendant les 30 premières années de son existence, le cinéma s'est débrouillé sans. C'est qu'à partir de 1927, avec le chanteur de jazz, que les films ont pu associer une bande sonore aux images, de la musique, des voix et donc des sons. Et ça a été un tel choc pour Hollywood que l'industrie s'est enfoncée pendant les 20 années qui ont suivi dans une énorme vague de comédies musicales copier-coller qui a fini par saouler tout le monde. Enfin, ça, j'en parle dans une autre vidéo. Toujours est-il qu'il faut attendre les années 1960 et surtout le nouvel Hollywood pour qu'on commence à se poser des questions sur l'usage du son comme outil artistique. Jusque-là, les films étaient tournés en studio avec un son assez unidimensionnel pour pouvoir bien mixer les voix et la musique par-dessus. Mais en sortant les films des studios, en cherchant à filmer dehors, les nouveaux cinéastes vont changer drastiquement la façon d'envisager le son. Parce que c'est beaucoup plus compliqué et cher de capter des bruits et des voix dehors. Alors le plus simple, c'est de capter le minimum, voire rien du tout, et de tout redoubler et remixer en post-production. C'est par exemple le cas des Western Spaghetti de Sergio Leone, qui ont été tournés sans micro, et entièrement recréé au niveau du son en studio. Mais ce qu'on pourrait voir comme une contrainte a permis aux ingé-sons de laisser libre cours à leur créativité. Puisqu'aucun son n'était naturel, alors pas besoin de les reproduire à l'identique. On peut tricher, inventer, amplifier, remixer. Pas pour qu'ils s'approchent de la réalité, mais pour qu'ils s'approchent de ce que le film tente de transmettre. Parce qu'après tout, si on prend la photographie d'un film, c'est-à-dire sa lumière, son cadrage, elle n'a pas vocation à retranscrire sans filtre le réel. Le chef opérateur va donner un angle, une teinte, une intention à sa manière de retranscrire ce que la caméra va capter. C'est une des définitions fondamentales du cinéma. Chaque choix de mise en scène, chaque choix de cadrage donne une couleur au film, l'éloignant du réel pour mieux en parler finalement. Et à partir des années 60, les ingé-sons vont faire la même chose avec le son, et créer une nouvelle branche du métier, le design sonore, ou sound design. Pour revenir au western de Leone par exemple, les coups de feu sont pas ceux d'un vrai pistolet à 6 coups, mais ceux d'un canon d'artillerie. Une façon de dramatiser les duels, de leur donner un impact bien plus fort sur le public, et dans le même temps de signifier qu'on est face à une exagération, une vision fantasmée et baroque de l'Ouest sauvage. A l'inverse, dans No Country for Old Men, Skip Livesey a tenu à atténuer au maximum le son des coups de feu d'Anton Chigurh, quitte cette fois à les rendre moins forts qu'en temps normal. Une manière pour lui et les frères Cohen de sous-tendre le caractère insidieux des tueries d'Anton, de créer une atmosphère de calme et de confort autour du tueur implacable. Un décalage qu'utilise également Damien Chazelle dans Whiplash, pour créer une tension insoutenable autour de la préparation des instruments avant la répétition. Détournant le côté festif et joyeux du big band pour le réduire à une série de gestes mécaniques, crispés par la peur et grippés dans la perfection impossible, attendue par le prof de musique psychopathe, et rappelant un exercice militaire, voire une sortie de tranchée.
Les sons peuvent aussi être détournés de leur usage premier pour soutenir l'ambition du film. Dans Raging Bull de Scorsese, Frank Warner a brillamment utilisé le motif des flashs d'appareils photo pour créer un thème sonore autour des combats de Jake LaMotta. D'abord, les crépitements sont comme autant d'échos aux coups que porte Jack, symbolisant en même temps le fait que ce sont ces coups qui façonnent sa célébrité et son rapport au monde. Un rapport au monde qui repose donc sur la violence. Et ça tombe bien puisque c'est le propos du film de parler de cette contamination de son monde, de sa vie, par cette violence sur laquelle Jake se repose de plus en plus, au point de ne plus se voir que comme un combattant. Ainsi, les crépitements de Flash sont réentendus hors contexte au cabaret où Jake se rend avec sa femme, et où celle-ci se fait draguer par un de ses rivaux, soulignant la tension qui habite un Jack qui voit le cabaret se muer en prolongement du ring. Et l'usage du silence total, lors de la défaite fatale de Jake contre Robinson, traduit un sentiment de mort, d'abandon et de perte de repère total pour le protagoniste, incapable de se situer, de se donner une identité s'il écrase pas les autres. Plus récemment, j'ai été profondément marqué par The Assistant de Kitty Green dont je vous avais déjà parlé. Le film, qui décrit le quotidien d'une jeune assistante de prod chez un proto-Weinstein, est brillant dans sa mise en scène, mais surtout dans son design sonore. Parce qu'il n'y a pas de musique dans le film, et assez peu de dialogue. En fait, on est surtout entouré par les bruits et les sons monotones, désagréables et agressifs de la vie de bureau. La machine à café, la photocopieuse, les portes, les sonneries de téléphone, les pas lourds, des bruits qui sont tous légèrement accentués, leur volume augmenté et leur portée démultipliée pour nous entourer, nous emprisonner dans cet environnement froid et menaçant. Et en faisant ça, le film parvient brillamment à nous faire ressentir le poids de la vie de bureau, l'horreur quotidienne et glaçante de ces espaces déshumanisés, où chaque tâche nous aliène un peu plus. L'horreur bien plus perverse d'un monde capitaliste qui nous force à supporter ses couloirs à peine éclairés, ses horaires affreux, ses attentes, ses collègues, ses supérieurs fous, ses ambitions malsaines. Une horreur perverse parce que presque imperceptible, tellement on en a pris l'habitude, tellement on nous a rabâché que c'était comme ça, qu'il fallait bien travailler pour vivre. Et justement, avec ce sound design génial, le film nous le rend à nouveau perceptible. Il nous fait entendre ces bruits qui sont autant de barreaux à notre cage. Quand on est entouré de bruit, notre oreille s'habitue et on finit par ne plus les entendre. Kitty Green nous livre un film qui nous débouche les oreilles pour qu'on se rende compte à nouveau de ce vacarme, en twistant ces sons juste ce qu'il faut pour nous les faire sauter aux oreilles à nouveau. Mais un des aspects du sound design que je trouve le plus fascinant, c'est celui de la création, de l'invention de bruit qui n'existe pas, ou en tout cas pas sous cette forme. Et en la matière, le premier chef-d'œuvre a été et restera Star Wars en 77. Tu as entendu? Ils ont coupé le réacteur central. Nous allons être pulvérisés. Imaginez Ben Burtt, le designer sonore, face à George Lucas qui lui parle de vaisseaux spatiaux, de blasters, de sabres laser, d'aliens et d'un homme ours-chien géant. Autant de sons, de bruits, de voix qui n'existent évidemment pas et qu'on peut pas aller chercher dans la nature. Autant de sons qu'il faut inventer en mixant à partir de vrais sons comme on ferait la cuisine avec ce qu'on a sous la main. Mais dans le même temps, ces sons doivent aussi rester compréhensibles, intuitifs pour le public. Il faut créer des bruits qui n'ont aucun équivalent, mais qui paraîtront normaux aux oreilles des spectateurs. Ça demande clairement un génie tout particulier pour se dire qu'en mélangeant des cris de grizzly, de morse, de lion, de tigre, de blaireau et de lapin, on obtient une voix qui aille à chic tabac. Et en plus, une voix qu'on peut moduler derrière pour lui donner des inflexions et des émotions. Pour faire ça, le designer sonore s'appuie donc quand même sur des éléments qui nous semblent familiers et qui vont évoquer quelque chose, comme des bruits d'animaux pour Chico. Et si le son des TIE Fighters a été obtenu à partir de cris d'éléphants mâles, il faut surtout penser au son apocalyptique des Stuka allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui nous fait immédiatement faire le lien entre l'Empire et les nazis. Enfin, si c'était pas déjà assez évident. Et faut imaginer ce processus, mais multiplié par chaque créature, chaque arme, chaque véhicule que l'imagination débordante de Lucas nous a offert pour la première fois. D2R2 serait pas à moitié aussi attachant si Burtt n'avait pas créé ces petits bips capables d'exprimer une palette d'expressions assez confondante.
Star Wars a été une révélation pour le design sonore, comme Citizen Kane a pu l'être pour la narration ou le montage. Et d'ailleurs, le sound design est tellement central dans l'expérience que propose Star Wars que les studios de doublage, démunis face à toutes ces innovations, ont dû faire preuve d'une imagination débordante pour parvenir à ne pas perdre toute cette richesse, alors que Burt refusait de partager ses secrets. François Chaumette, doubleur de légende et surtout la voix de Vador, a ainsi créé lui-même une petite boîte en bois pour reproduire en analogique l'écho caverneux du géant à casque en plastoc. Où sont les plans codés que vous avez interceptés? Parlez, qu'avez-vous fait de ces plans? On retrouve ces mêmes enjeux dans les dessins animés, qui par essence doivent tout créer à partir de rien, puisqu'il n'y a pas de tournage. Et voir la recréation de ces sons en studio pour qu'ils aient l'air parfaitement normaux au visionnage a quelque chose de magique et de super ludique. Ça exige de la part des designers sonores une inventivité folle pour retracer l'origine d'un son et le restituer avec l'ampleur et l'intention voulue. Et c'est encore plus flagrant dans la comédie, où les sons sont un support à l'action montré à l'écran pour en souligner le côté amusant. Sans tous ces effets, les gags de Bip Bip paraîtraient surtout cruels et froids. Et c'est le décalage entre un son attendu et un son exagéré qui sous-tend l'humour de la scène. Mais ce ressort n'est pas réservé à la comédie. Il peut servir à montrer l'angoisse ou l'horreur d'une situation inhabituelle. Comme dans A Quiet Place, un film post-apo où la Terre a été envahie par des créatures ultra sensibles au bruit et qui rend chaque bruit incongru, de jouets notamment, un danger mortel. Ou encore dans Il faut sauver le soldat Ryan, qui a un des contre-usages de sons les plus ouf que j'ai pu rencontrer, en mélangeant la pluie et les bruits de fusillade au point qu'on ne sache pas immédiatement de quoi il est question. Retournons notre cerveau en jouant juste avec nos oreilles. Parce que l'audition est un sens préventif. C'est un sens qui reste en alerte et qui nous prévient de ce qui va arriver là où on ne peut pas encore le voir. Elle est donc associée à quelque chose de l'ordre de l'impression, de la spontanéité et de la surprise. Et surtout, elle nous permet de combler ce qu'on ne peut pas voir, ou de mieux saisir une situation. C'est donc un ressort essentiel pour toute narration cinématographique. Parce que plus que des effets pour immerger le public, pour restituer un environnement sonore passif, le sound design raconte quelque chose. En jouant avec nos attentes, les designers sonores créent des sons qui semblent réalistes, mais qui ne le sont pas pour mieux soutenir le propos du film. Parce que, au fond, c'est le propre du cinéma que de nous mentir pour mieux nous parler. Alors la prochaine fois que vous regarderez un film, essayez de faire attention aux sons et aux intentions qu'ils peuvent porter. Essayez d'écouter plutôt que d'entendre. Je vous garantis que vous allez découvrir une toute nouvelle dimension du médium. Allez, je vous laisse là-dessus. À plus dans le bus. Now I wrote this record for when I perform. Lonely nights inside a university dorm. I put pen to paper with the paper to pen for the times I'm rocking a mic in front of women and men.